Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est donnée donc, de faire une sorte de synthèse de ces journées qui étaient effectivement très très riches. Donc je raconte juste d'où je parle. Effectivement, je travaille au Diabète Lab, donc, qui est un centre de recherche associé à la Fédération française des diabétiques. Et nous menons dans ce centre de recherche des études de sciences humaines et sociales, à la fois quantitatives mais aussi justement qualitatives. Donc c'est très intéressant de faire la transition par rapport à ce qui a été dit. Et les études qualitatives, à mon avis, apportent énormément de réponses aux questions auxquelles nous nous sommes posés aujourd'hui. Et donc je suis effectivement doctorant, bientôt docteur en sciences politiques. Et donc ma thèse portait sur le sport santé à Strasbourg. Et effectivement, j'ai aussi retrouvé énormément, comme me l'a dit Dr Fels, énormément de thématiques dans ce lien en fait entre le monde du sport et de la santé qui se rencontrent. Et là aujourd'hui, par rapport à ce monde de la culture et de la santé qui se rencontrent. Donc ces journées m'ont amené à plusieurs réflexions dont je vais vous faire part. Je voulais commencer par une réflexion sur la fonction de l'art finalement et revenir sur ce lien en fait entre art, culture et santé. Parce que si on se place dans le cadre de la maladie chronique, on voit comment la maladie peut faire irruption dans la vie des personnes atteintes de maladie, notamment dans le cadre du diabète. Donc, par exemple, dans le diabète de type 1, c'est une maladie qui peut se déclencher chez des personnes très jeunes. Voilà, c'est génétique, donc ça arrive à un moment donné. C'est très contraignant, il y a tout un tas de choses à faire au quotidien. Et il y a un peu ce coup du sort où les personnes se demandent mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de questionnements qui émergent. Et il y a une problématique de sens face à tout ça. Parce que la maladie chronique, on doit vivre avec. Donc il y a beaucoup de questionnements un peu existentiels en fait que les personnes se posent. Et si on se réfère aux travaux de Paul Ricoeur qui disait que voilà, la vie est tragique et n'a pas forcément de sens, mais on peut lui en donner un. Je pense que l'art peut aider à ça, à construire du sens sur la maladie, construire du sens, recomposer en fait dans une trame chronologique des événements qui nous arrivent. Et peut-être que l'art peut aussi nous aider du coup à changer de regard sur la maladie. C'est-à-dire que la maladie nous amène aussi à une découverte, une redécouverte aussi de notre finitude finalement. Et de ce qui relève de la condition humaine aussi. Donc la maladie peut aussi d'une certaine façon être l'occasion de cette découverte. Et je pense que l'art peut aider à ça aussi. Et peut-être en fait aussi que c'est parce qu'il y a cette finitude et cette perspective de la mort aussi que l'art a été inventé. Donc je pense que là aussi, de ce point de vue-là, il y a un lien très fort entre la santé, la médecine et l'art. Et je voulais revenir sur l'intervention de Mariaka, qui était très, très enrichissante de ce point de vue-là. Vous avez vu comment elle a pu exprimer des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu forcément exprimer autrement. Elle a parlé justement de la mort. Elle a parlé de cet événement extrêmement tragique, en nous faisant un petit peu décrocher des sourires. C'était très subtil, c'était très beau, j'ai trouvé, parce qu'il y a eu cet espace d'expression qui a été rendu possible à un moment donné pour parler de choses éminemment tragiques, qu'on a tous vécues plus ou moins, mais qui étaient rendues possibles à ce moment-là, dont on pouvait parler. Et il me semble qu'il y a cette question en fait aussi de la temporalité et de l'expression. C'est-à-dire que l'art aussi permet d'ouvrir un espace d'expression et un temps dédié à des choses qu'on ne pourrait pas exprimer peut-être dans un autre cadre, justement lié à des choses qui sont un peu tabous dans nos sociétés. Le tabou de la mort, il est très, très présent, c'est très difficile de parler de ça. Peut-être que les médecins se cachent aussi des fois derrière un langage qui est très technique, très médico-scientifique, et qu'il faut aussi pouvoir trouver les mots pour parler de ces choses-là. Et l'art peut nous aider aussi peut-être à ça. Vous avez vu aussi comment, avec l'équipe de l'ESAT Évasion de Célestat, l'importance de trouver les mots justes aussi. Il y avait je trouvais ça intéressant comment on cherchait aussi à bien dire les choses. Vous savez, c'est cette citation très connue d'Albert Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et je pense que de ce point de vue-là, l'art peut nous aider aussi à construire ce sens, trouver les mots pour dire ce qui se passe en nous,
Il y a aussi un autre problème, notamment dans le diabète, qui est l'absence en fait. Parce que là je parle du diabète de type 1 par exemple, la maladie est très présente. Mais dans le diabète de type 2, c'est un autre problème qui se pose. La maladie est parfois totalement absente en fait. C'est-à-dire qu'on est malade, mais la maladie ne se manifeste pas par des symptômes. Et donc il faut construire du sens là aussi, mais pas sur une absence finalement. Et je me demande aussi à quel point l'art, l'expression artistique, la culture peut nous aider à construire ce sens aussi en faisant un détour par la littérature, par d'autres formes qui nous permettent aussi de nous approprier ce qui se passe en nous finalement. Et rompre aussi avec des discours uniquement dans une perspective biomédicale. À quoi sert l'art? Il y avait aussi cette question du mal-être au travail. Vous savez que c'est dans le domaine de la santé très, très présent, très fort. Comment aussi, là aussi, construire du sens dans son travail. Retrouver le sens de ce que c'est le soin. Qu'est-ce que c'est le soin? Qu'est-ce que c'est prendre soin les uns des autres? Peut-être qu'il y a des réponses aussi à trouver dans la culture. Je voulais parler aussi d'une chose, à mon avis, qui est importante. Ça, c'est plus un peu mon regard un peu de sociologue. C'est de parler des inégalités sociales, ça a été dit. Hein, et en faisant attention aussi au caractère socialement situé de l'art. Puisque, en général, on aime, je parle en moyenne, hein, on aime l'art qu'on a hérité durant l'enfance. En général, en termes de musique, on écoute à peu près les musiques que nos parents écoutaient. Moi, par exemple, mon père était ouvrier, il écoutait du rock. À l'adolescence, je me suis mis à écouter ça, sans faire le lien, en fait, mais on est tous un peu comme ça. On hérite on est tous le produit de notre histoire, finalement. Donc, la culture qui est valorisée dans notre société, finalement, c'est la culture de la classe dominante. Et la culture des médecins, justement, les médecins, faut se rappeler que les médecins possèdent un très fort capital social, symbolique et culturel, et que du coup, il y a cette domination aussi qui passe par l'art, en fait. Donc je pense qu'il faut faire attention. Quand on parle, par exemple, d'art et de santé, on ne parle pas que de musique classique. On parle aussi de musique classique, mais pas que. Et on parle aussi, justement, de tout ce qui a été dit aussi sur le slam, le rock, d'autres formes d'expression qui viennent plus des classes populaires, mais qui ont tout autant de valeur, qui permettent aussi, justement, de poser les mots, de faire tout ce travail de construction de sens. Mais en même temps, je nuance aussi ce que je viens de dire. Il y a dans toute forme d'art, et en particulier dans la musique classique, une dimension universelle. Donc il y a aussi un apprentissage potentiel à faire. Et peut-être que la maladie et le monde médical peuvent être, de ce point de vue-là, des leviers, des tremplins vers une découverte d'autres formes d'art qu'on n'avait pas forcément connues de par son origine sociale. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi peut-être une opportunité qui peut être intéressante et enrichissante. Je voulais revenir aussi sur un peu les termes. De quoi on parle finalement exactement? Entre art-thérapie et ce lien entre la culture et la santé. C'est pas la même chose en fait. Si on parle de thérapie, de soins, en fait, finalement, on reste dans le cadre du champ médical. Donc on parle d'une thérapie et finalement, c'est le pouvoir médical qui s'impose dans ce champ-là. Mais la culture, c'est pas juste une sous-catégorie de la santé, en fait. Donc je pense qu'il y a ce risque, en fait, notamment quand on parle justement de la culture sur ordonnance, l'art comme médicament. L'art n'est pas un médicament. Peut-être que l'art peut avoir les effets d'un médicament. Mais ce n'est pas un médicament, c'est des processus qui sont totalement différents. C'est comme quand on parle dans ma thèse, j'étudie le sport santé, on parle du sport médicament, mais ça n'a rien à voir. En fait, le sport, c'est un processus très très complexe qui engage les personnes dans leur dimension sociale, psychologique. Ça nécessite d'exposer son corps dans un espace. Il y a plein d'enjeux autres en fait que juste le fait de prendre ou pas un médicament. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux termes. Et je pense aussi qu'il y a peut-être un changement de culture dans le monde de la santé à avoir. Et à rompre aussi peut-être avec ce besoin de toujours prouver par des données biomédicales. Vous savez qu'il y a l'EBM, donc l'Evidence-Based Medicine, qui s'est imposé dans le savoir médical, avec voilà, des études randomisées qui doivent être statistiquement prouvées, etc. Mais il y a d'autres formes de savoir aussi. Justement, il y a les recherches qualitatives en sociologie
On rencontre des personnes, on discute avec elles, et il y a des choses qui émergent. Et c'est aussi, il y a ce lien aussi, je trouve, entre cette démarche qualitative et cet espace artistique. On crée un espace d'échange. Par exemple, moi, je rencontre une personne, on s'assoit face à face, et on a un cadre temporel d'expression pour que la personne puisse faire émerger des choses sur lesquelles je vais la questionner. Donc parfois, elle n'avait même pas idée en fait qu'on pouvait la questionner là-dessus. Et on construit ensemble en fait du savoir. Donc on crée aussi cet espace à un moment donné de temps et de possibilités d'expression par l'interaction. Et donc je pense qu'il y a un changement de culture à avoir sur un petit peu cette obsession de vouloir toujours tout prouver avec des données voilà, chiffrées. Il y avait notamment le témoignage de Claire Opart qui, moi, m'a beaucoup marqué, où finalement elle parlait de chiffres aussi là, et elle a donné un témoignage sur, vous savez, cette famille là du coup qui vivait un deuil, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que on voyait dans son témoignage comment son intervention a permis la possibilité du deuil pour cette famille. Et donc là, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit en fait. Si on veut prouver quelque chose, mais réfléchissez à toutes les économies qu'on va faire en psychothérapie pour cette famille, qui aura plus besoin de passer par des années de deuil difficile. Peut-être que ça a fait émerger la possibilité du deuil. C'est juste énorme en fait. Quand on pense au monde médical, comment justement ces possibilités-là sont parfois entravées, ou alors par exemple à l'annonce d'un diagnostic, on fait ça parfois pas comme il faut, etc. Et parfois, les personnes qui ont des maladies chroniques, elles ont des années d'errance parce que le diagnostic a été mal annoncé, qu'il n'y a pas eu pour la personne la possibilité de s'exprimer sur ce qu'elle vivait, sur ce qui se passait en elle, et on la trouve après dans des cercles vicieux parce qu'elle est dans une errance thérapeutique, une errance de sens aussi. Donc là, on voit quand même qu'il y a des choses à faire. Enfin, donc, je voulais parler aussi de cette tension entre l'art-thérapie, qui est très cadrée, hein, et ce lien entre culture et santé, où finalement l'art, par essence, en fait, finalement, dépasse toujours les cadres. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça nous fait du bien, l'art. C'est qu'on ne reste pas dans les cadres étriqués d'une société qui est quand même très violente, très cloisonnée, et que c'est ça qui nous fait du bien aussi. Et par rapport à ces mondes de la santé et de la culture, je pense qu'il y a une question autour de le fait de construire la confiance entre ces deux mondes. Ce sont deux mondes sociaux avec des codes différents. Le monde de la santé est très structuré, très hiérarchique, qui possède un fort capital, voilà, avec le savoir biomédical qui s'impose. Le monde de la culture n'est pas du tout structuré de la même façon. Il y a beaucoup de personnes en situation de précarité. Et ce sont d'autres logiques, d'autres savoirs, mais qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il faut aussi apprendre le monde de l'autre. Et je pense que de ce point de vue-là, la politique a un rôle à jouer aussi, pour conserver les singularités de chaque monde et aussi de chaque territoire, parce que dans chaque territoire, il se passe des choses différentes. Ça a été dit aussi aujourd'hui. Donc il faut conserver cette diversité qui est une richesse. Et dans ma thèse, je fais le lien avec ma thèse sur le sport santé, je parle un peu de ça. Et j'utilise une citation de Saint-Exupéry qui dit « Unifier, c'est nouer même les diversités particulières, non les affecter pour un ordre vain. » Et je pense qu'il y a ce risque de cet ordre vain, justement, où tout semble harmonieux, où les échanges, les informations fusent dans tous les sens, où on produit des chiffres qui ont l'air satisfaisants, mais où on oublie l'essentiel, et je terminerai par ça, et c'est ce que je dis dans ma thèse, on oublie l'essentiel qui est de tisser des relations dans une vaste toile qui nous relie et nous délivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, voilà. Je vais essayer de... Arnaud Bibek doit partir pour des impératifs et non pas pour ne pas nous accompagner dans la suite de la journée. Il avait très peur qu'on le prenne pour un impoli. Donc voilà, un quart d'heure, le timing est parfait pour monsieur Cédric Lussier. Oui, je ne suis pas sûr de prendre tout le quart d'heure. Je vais rester dans plutôt une posture de petit témoin, sans apporter grand-chose, je pense, aux échanges, mais simplement en resituant un peu ce que nous tous, on a vécu
dans cette journée. Alors toute la journée, j'ai égrené un peu un certain nombre de moments d'émotion, parfois de moments de grâce, de moments d'étonnement qu'on a tous partagés. Il y a des formules qui nous ont touchés, des moments où on a ri ensemble, ça vient d'être dit par Arnaud, des moments où on a mélangé Shakespeare et Patrick Juvet, d'autres où on a cité à propos de Philippe Manson et de Velázquez ce que peut être un moment de grâce totale. Et je pense qu'on a été également tous touchés effectivement par ce que peut être la rencontre particulière d'un artiste, comme Claire Opère en l'occurrence, avec les moments les plus forts que peut être ceux d'une fin de vie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager avec vous de raisonnable en quelques instants? Eh bien simplement le fait d'être extraordinairement joyeux et positif, sans doute plus que dans une journée professionnelle un peu standard. Et je me suis demandé pourquoi j'étais joyeux. Je pense que l'une des premières raisons, c'est qu'en fait, le sujet lui-même est très très emballant. Les gens qui se sont succédés ici à la tribune ont tous été enthousiasmants, quelle que soit la nature de leurs propos ou de leurs interventions. On sentait véritablement qu'ils trouvaient un sens, et je pense que c'est ce que a évoqué entre autres Arnaud, lorsqu'il évoquait toujours la frustration qu'on peut avoir de ce qu'il a appelé l'ordre 20, des univers où tout est absolument codifié, où tout est bâti sur des preuves, puisque c'est le cadre effectivement de la pensée médicale. Très souvent, lorsqu'on sort de ces degrés de liberté, pour employer le terme des mathématiques, on trouve des moments de jubilation. C'est ce que moi, comme chef d'établissement, je rencontre souvent avec toutes les équipes qui s'emparent de sujets culturels ou artistiques. C'est que ils vivent leur meilleure vie, comme diraient mes enfants. C'est-à-dire que l'œil du tigre un peu fait qu'ils vont avoir l'impression de faire des choses différentes qui vont avoir des effets immédiats sur leur pratique professionnelle. Et effectivement, il n'est pas besoin de multiplier les effets de littérature scientifique pour comprendre que lorsqu'on a l'impression d'avoir fait des choses singulières, à un moment donné, et c'est le propre de la rencontre artistique, c'est quelque part le hic et nunc, quoi. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit. Et c'est sans doute pour ça aussi, et pas seulement pour des raisons nobles et belles, de traiter évidemment les patients comme des personnes plutôt que comme des sujets de soins. On aimerait tous ne pas avoir à le redire et on l'observe quand même tous les jours et tout le temps, hélas. Je pense qu'au-delà de ça, il y a un bénéfice extraordinaire à la fois pour les patients qu'ils reçoivent, pour les artistes qu'ils prodiguent, pour toutes les personnes qui vont concourir à cette réunion. Et dans tous les témoignages que j'ai eus, notamment tout à l'heure dans un atelier du côté des ARS, des DRAC, ou tous les gens qui portent ces actions, il y a cette idée d'un bénéfice collectif extrêmement fort. Et je pense que c'est la raison intime qui fait que de cette journée, au-delà de plein d'inspirations que j'espère on va tous porter pour enrichir et ajouter et enchanter, j'allais dire, des moments professionnels qui ne sont pas toujours autant. Je pense que cette idée que d'autres ont réussi, au-delà de ce qu'on fait, ça nous rappelle qu'il y a des possibilités d'exprimer des choses, de laisser des gens s'exprimer, et il y a de quoi être extrêmement positif. Donc voilà, je ne vais pas utiliser ce quart d'heure, je vais simplement redire l'enthousiasme qui est le mien de savoir qu'il se passe autant de choses ici, avoir plutôt cette image de porteur d'étincelles qu'on va ramener non seulement en France mais également ailleurs. On a vu des propositions de nous amener dans des écoles d'été à Montréal sur le campus de McGill qui est des plus sympathiques, je vous le confirme. Donc effectivement, j'espère que chacun, au-delà du plaisir de cette journée et de tout ce qu'il y a appris, aura envie de faire davantage, en tout cas ce que moi j'emporte à titre très personnel. Donc merci à tous de ce que vous avez donné, de ce qu'on a pu partager, et puis bravo à tous les organisateurs, avec un mot particulier. Bravo. Pour celles à qui on doit tout. Dominique
merci, Monsieur Lucier. Dominique Spiès et Anne-Marie Jean vont prononcer les mots de clôture. Voilà, je vous avais annoncé des remerciements pour la fin, mais avant, je voudrais... voilà, cette journée voulait, comme vient de dire Cédric Lucier, lancer des étincelles. C'est-à-dire qu'on a abordé énormément de choses. Et comme dans tous les congrès, tous les colloques, on sort sur sa fin. Et c'est voulu depuis l'origine. Vous avez vu, on croyait savoir ce qu'était un artiste à l'hôpital, on croyait savoir ce qu'était un art-thérapeute. Vous avez vu ce matin, simplement, un médecin musicien, un médecin musicothérapeute, une violoncelliste soignante. On ne sait plus du tout où on en est. Et donc, pour créer un avenir, il faut savoir déconstruire. Il faut savoir mélanger tout et revoir toutes les cartes. Alors, j'espère bien que ces rencontres vont se prolonger. Vous allez recevoir une invitation à vous exprimer sur un questionnaire de satisfaction, on va dire, pour vous demander comment vous avez trouvé ces premières rencontres. C'est un chantier qu'on vient de lancer, que nous souhaitons lancer avec la ville de Strasbourg. Mais je vous tourne le dos, c'est pas possible. Alors qu'on a vraiment co-construit les rencontres. Et on va vous demander quels axes vous auriez envie de développer, quels axes vous aimeriez voir se poursuivre, et aussi vers quels axes vous aimeriez vous impliquer. L'idée, c'est vraiment de nous retrouver sur certaines problématiques, de tisser le fil. Alors on en a pour de longues années, on a déjà un lexique à retrouver dans tous ces métiers de l'hôpital, et tous ces objectifs et tous ces acteurs. Donc on doit vraiment... effectivement, reposer le sens des mots, à la fois pour les secteurs de la culture, pour les médecins, voilà. Et ces nouveaux acteurs sont justement les médecins. Il y a quelques années, on ne les voyait pas du tout, les médecins. Et ces nouveaux acteurs, c'est la ville et les acteurs politiques qui sont là. Donc, on a un avenir devant nous, mais celui-là, il ne doit pas être vertical. J'ai entendu parler de verticalité. Il est profondément horizontal et il vous apporte à chacun d'entre vous de prendre la direction d'un axe et puis de nous inviter à y réfléchir. Donc, je voulais remercier quand même, évidemment, la ville de Strasbourg, dans laquelle nous allons revenir dans 2 ans, non ? Qu'est-ce qu'on dirait, un rendez-vous comme ça ? Bienvenue. Je sais qu'il y a des slides parce que j'étais sûre d'oublier beaucoup de personnes. Je voudrais remercier la régie, je voudrais remercier les caméramans, Jean-Julien qui vient avec son équipe de Paris. Ils étaient 5 à la technique, 3 à la caméra. On a été aussi en direct un peu de tous les coins du monde, donc ça on est vraiment fiers et vous remerciez évidemment les grands témoins, Véronique Blanc pour sa modération. C'est un exercice très difficile que la modération et donc je vous en suis très reconnaissante. Remercier évidemment, voilà. Je ne peux pas applaudir, mais je rejoins les applaudissements. Je voudrais remercier évidemment Madame la maire Jeanne Barséguian qui, quand je lui ai parlé de ce projet il y a plus de 2 ans maintenant, a tout de suite dit « ça m'intéresse beaucoup, mais on ne fait rien sans mes élus ». Donc il y a une réunion préalable avec les élus pour savoir avaient-ils envie de s'emparer de ce sujet. Je crois que ça a été l'unanimité. Et puis je voudrais remercier Cécilia Jago et Mohamed Achab. Nous avons travaillé de main dans la main, qui sont à la ville de Strasbourg. Sans eux, il n'y aurait pas eu tout ce concret, toutes ces voilà, je les remercie bien chaleureusement. On a travaillé au quotidien avec eux et ça c'est formidable. Voilà, on peut les applaudir. Est-ce qu'il y a une autre planche ou pas ? Évidemment, merci aux partenaires, le ministère de la Culture qui s'est déplacé, la DRAC Grand Est, l'ARS Grand Est, la FHF. Voilà, donc j'en ai fini avec les remerciements. Je vous laisse la parole, Anne-Marie. Et merci à vous, Dominique. Je pense qu'on peut aussi vous applaudir.
Tout cela a été un collectif et vous y avez eu toute votre part. Écoutez, quelques mots au nom de la ville de Strasbourg, au nom de mes collègues de la maire de Strasbourg qui était présente ce matin, au nom de mes collègues Anne Missler encore présente, Alexandre Fels qui a été là presque toute la journée, quelques autres de mes collègues élus qui sont passés également au cours de la journée, pour vous redire tout le bonheur qu'on a eu de vous accueillir ici. J'espère que vous passez un agréable séjour pour celles et ceux qui êtes venus de loin, et vous redire combien nous allons ici nous nourrir de tout le travail, de tout ce qui a été partagé pour porter cette politique publique que nous avons l'ambition de construire à la croisée de la culture et de la santé. Je voudrais me référer maintenant, on a beaucoup parlé aujourd'hui des droits culturels, c'est évidemment une référence majeure pour nous. Je voudrais également me référer aux ODD, aux objectifs de développement durable de l'ONU. La santé est un ODD, très clairement, c'est le 3e ODD. Il me semble que le premier, c'est l'éradication de la pauvreté, le deuxième, l'éradication de la faim dans le monde, une alimentation saine pour tous, et le 3e, santé, bien-être pour tous. Et il n'y a pas d'ODD culture. Il y a un plaidoyer international qui existe sur l'ODD culture. Strasbourg fait partie des villes qui promeuvent l'idée d'un ODD culture en tant que tel, d'un ODD 18, puisqu'il y a pour l'instant 17 ODD. J'ai eu le grand honneur d'être présente à l'ONU au mois de juillet au sommet sur les ODD et d'être porte-parole du plaidoyer qui a été monté par CGLU, qui est une association de cités et gouvernements locaux unis, c'est ça le U, autour de l'idée d'un ODD culture. En tout cas, il est clair que culture et santé sont au cœur du développement humain, sont complètement intrinsèques à la vie et au développement, et que nous avons vraiment intérêt à croiser ces deux champs et en exploiter au maximum les bénéfices. Donc voilà, on va se nourrir de tout ce qui a été partagé aujourd'hui, tout ce qui a été partagé sur le fond, bien sûr, toutes les expériences, tous les travaux scientifiques qui existent, mais aussi, je crois, de l'esprit dans lequel ce partage a eu lieu. À déjeuner, nous échangions avec Véronique Leblanc et nous partagions toutes les deux le grand bonheur de ressentir autant d'engagement, autant de générosité, autant d'enthousiasme, autant aussi de capacité d'écoute. On est tous et toutes ici, je crois, convaincus qu'il y a des choses à faire. On n'est pas forcément convaincus du même endroit et exactement des mêmes choses, mais en tout cas, il y a un climat d'écoute mutuelle, de respect mutuel, d'envie ensemble de collaborer qui est extrêmement gratifiant, qui fait du bien, je dirais, dans cette époque où tant de points de vue antinomiques s'affrontent et sont en incapacité de s'écouter. Aujourd'hui, on a été dans cette parfaite écoute, cette volonté commune de construire, et j'espère bien que c'est dans cet esprit qu'on pourra continuer avec vous, Dominique, et votre association pour peut-être de futures rencontres à nouveau ici, et puis en tout cas pour ce qui nous concerne à Strasbourg avec notre écosystème territorial pour construire cette politique publique avec notre écosystème territorial bien sûr en premier lieu, mais aussi si vous y êtes prêts avec ceux et celles d'entre vous qui n'en faites pas partie, mais qui êtes là aujourd'hui et qui avez envie de vivre cette aventure avec nous. Vos contributions seront les bienvenues. Ça fera partie des échanges là qui vont faire suivre à ce colloque. Voilà. On se voit ce soir. On se voit ce soir, tout à fait. Je voulais vous rappeler le rendez-vous que nous vous donnons si vous restez à Strasbourg ce soir au Musée d'Art moderne et contemporain à partir de 19h, 19h30, je ne sais plus. 19h. Donc dès 19h, vous êtes les bienvenus au Musée d'Art moderne et contemporain pour découvrir cette magnifique exposition au temps du sida et puis partager un verre de l'amitié, continuer de partager ensemble nos impressions. 1000 fois merci encore à toutes et tous et nous continuons.